Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Digital Frontier Institute qui aura pour thème blockchain et crypto-monnaie, quels enjeux et défis pour l'Afrique. Alors, au cours de ce webinaire, nous aurons à développer un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que nous allons commencer par nous intéresser à ce que c'est que la blockchain. Nous allons essayer au cours de cette petite heure de comprendre comment en fait fonctionne la blockchain. Nous évoquerons également des aspects liés à la sécurité des avoirs sur un réseau de blockchain, à la confidentialité des transactions sur ce réseau. Nous aborderons également les principaux défis et opportunités, les principaux défis et potentialités en fait offertes par la blockchain en Afrique. Et nous nous intéresserons également aux aspects réglementaires, voilà, qui sont quand même assez importants. Il y a quand même pas mal de challenges, il y a quand même pas mal d'aspects réglementaires sur lesquels il est important de pouvoir travailler afin d'assurer une généralisation de l'usage de la blockchain et particulièrement des crypto-monnaies. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce webinaire un expert blockchain, un architecte blockchain plus précisément, Monsieur Essodong Diafalo, voilà, qui est un ancien de la Société Générale, voilà, qui nous entretiendra sur cette thématique ce matin. Donc, Monsieur Esso Diafalo, soyez le bienvenu, pardon, sur ce webinaire. Merci de me recevoir. Alors, Voilà, je suis content d'être ici voilà, pour participer à ce webinaire avec vous. Voilà. merci. Et je précise que vous êtes basé à Paris et vous êtes le Oui, promoteur d'une, euh, je crois que c'est une start-up, si je ne me trompe pas. oui, d'une fintech, Une fintech, pardon. d'une fintech Web3. Donc, en fait, je suis en train de lancer une néo-banking pour la diaspora africaine en Europe en utilisant voilà, la blockchain, le mobile money. Voilà, pour créer un nouveau réseau financier et avec plusieurs fonctionnalités telles que le transfert d'argent gratuit, les early wage, voilà, et encore plus. Voilà. OK, merci, merci, Monsieur Diafalo. Donc, je voudrais rappeler à l'attention des participants avant que nous puissions entamer la discussion que ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Les participants ont la possibilité d'interagir avec nous en posant leurs questions via le chat box. Donc, sans plus tarder, je vais lancer la discussion. Alors, c'est vrai, nous abordons une thématique qui est assez particulière. Je crois que tout le monde n'est pas expert blockchain ici, expert crypto-monnaie. J'aimerais bien que nous puissions commencer par une définition de ce que c'est que la blockchain et les crypto-monnaies, avoir également un petit historique, quelle est l'histoire derrière ces deux technologies et quels sont les problèmes en fait que ces technologies permettent d'adresser. Monsieur Diafalo, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ouais, alors pour commencer, la blockchain, en fait, c'est une technologie de registre distribué, donc qui permet l'enregistrement d'une manière chronologique des informations. Donc, en fait, si on détaille la blockchain, on a bloc et on a chaîne. Donc, pour simplifier la chose, c'est un ensemble de blocs qui s'enchaînent, en fait, de manière chronologique. C'est ça la définition de la blockchain, en fait. Donc, ce qui en est de la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, par contre, c'est une monnaie numérique, en fait, qui est créée sur la blockchain. Donc, en fait, elle est liée à la technologie de la blockchain aussi. Donc, il faut savoir qu'une crypto-monnaie a plusieurs caractéristiques, en fait. Donc, la total supply. Il y a la total supply qui définit le nombre total de crypto-monnaies qui existent et aussi l'utilité de cette crypto-monnaie. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'une crypto-monnaie est une monnaie parce que ce que nous observons de façon générale, quand on parle par exemple d'une crypto-monnaie telle que la Bitcoin ou une autre telle que l'Ethereum, ce qu'on observe, c'est qu'on est beaucoup plus sur on est beaucoup plus sur une fonction spéculative. Voilà, on spécule beaucoup plus qu'on l'utilise pour les fonctions traditionnelles qu'on connaît d'une monnaie classique, c'est-à-dire voilà, euh, permettre de fixer des prix,
servir de réserve de valeur. Voilà. Alors, est-ce que nous allons parler là vraiment d'une monnaie ou d'un actif? Alors, oui, c'est un actif. Il faut savoir que les crypto-monnaies sont définies comme des actifs numériques, hein. Mais pour moi, c'est une monnaie parce que moi, j'utilise par exemple les stablecoins, donc les USDC, USDT aussi. Et je les utilise dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, je les utilise dans mes paiements. Si je dois si je dois faire des paiements en ligne, voilà, moi, je les utilise. Donc, pour moi, c'est une monnaie. Donc voilà, je pense que la définition, ça diffère d'un individu à un autre, en fait. Voilà. D'accord. Mais D'accord. légalement, la définition légale qu'on a des crypto-monnaies, c'est des actifs numériques. C'est des actifs numériques. Et je crois que Oui, justement, c'est un peu la définition que retiennent les banquiers centraux, en tout cas les autorités monétaires internationales, qui ne considèrent, qui ne rangent pas en fait les crypto-monnaies telles que nous les connaissons, telles que le Bitcoin, l'Ethereum. Je crois qu'il y en a quand c'est même, ça. il y en a quand même pas mal. Il y en a Et pas voilà, mal, il y en a pas mal. qui ne sont pas en fait classés comme des monnaies. Voilà. C'est vrai qu'il y a un débat autour parce que voilà, quand on regarde certaines fonctionnalités, puisque des, c'est quand même, ces actifs quand même permettent d'effectuer des transactions. Donc, c'est vrai qu'il y a débat autour. Maintenant, je vais peut-être encore, je vais revenir sur une question Oui, à laquelle vous n'avez pas répondu par rapport à oui. l'historique. Comment est-on arrivé aux crypto-monnaies et comment est-on arrivé également à la blockchain? Oui, faut savoir que l'historique des crypto-monnaies et la blockchain, on remonte en 2008 avec la publication du white paper de Satoshi Nakamoto. Donc, en fait, c'est à partir de ce white paper qu'a publié l'individu ou le groupe d'individus, Satoshi Nakamoto, où il définit, il pose les fondations d'une nouvelle monnaie électronique appelée Bitcoin. Et juste après, voilà, il disparaît et Bitcoin est aujourd'hui ce qu'on connaît du Bitcoin. Merci. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, nous disions qu'il y a aujourd'hui quand même pas mal de Oui, crypto-monnaies, voilà, en circulation. Alors, aujourd'hui, comment peut-on les différencier? Ça, c'est une première question. Et une deuxième, déjà, comment on différencie ces crypto-monnaies? Mais c'est vrai qu'à côté de ces crypto-monnaies, il y a aussi une réponse qui est apportée par les banques centrales, voilà, euh, qui essayent quand même de maintenir leur présence sur, sur ce terrain-là en développant aujourd'hui des monnaies numériques de banque centrale. Alors, comment en fait on fait cette démarcation entre ces crypto-monnaies existantes et à côté maintenant la monnaie numérique de banque centrale? d'accord. Alors, pour moi, aujourd'hui, on a deux principales crypto-monnaies, donc le Bitcoin et l'Ethereum. Donc voilà, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Et en fait, c'est la crypto-monnaie la plus énergivore. Voilà, parce on est toujours à la proof of work. Donc, il faut savoir que pour valider les transactions sur la blockchain Bitcoin, en fait, c'est une preuve de travail. Donc, c'est l'énergie qui est utilisée pour valider, pour résoudre des formules mathématiques afin de pouvoir valider les transactions. Ça, c'est un et c'était pareil pour l'Ethereum jusqu'à ce qu'on le passe à la proof of stake, donc qui est un autre consensus de validation de transactions. Donc, ces deux principaux, le Bitcoin et l'Ethereum, c'est pas que la crypto-monnaie, mais au-delà, ces deux principaux réseaux. Donc, ce sont des réseaux blockchain. Et en fait, dans ces réseaux, maintenant, on a d'autres crypto-monnaies en fait, qui sont lancées à partir de ces réseaux. Par exemple, sur Ethereum, on a d'autres crypto-monnaies comme quoi on a le BNB, voilà, on a le BNB de base a été créé sur sur Ethereum et plein d'autres crypto-monnaies comme j'ai pas tous les noms, mais la plupart les crypto-monnaies qu'on utilise aujourd'hui, pour la plupart en fait, ont été lancées sur la blockchain Ethereum. Donc voilà, on a les NFT, on a les crypto-monnaies, par exemple, sur la blockchain Ethereum, ont de base le standard qu'on appelle le ERC20. Donc en fait, avec ce standard, on reconnaît que
ces crypto-monnaies, en fait, ont été créées sur la blockchain Ethereum. Voilà. OK. Ben, j'en profite pour poser une question qui vient de l'auditoire. Alors, nous avons D'accord? Monsieur Hyacinthe Mbenti-Essiane qui demande s'il y a une différence entre crypto-monnaie, crypto-actifs, jetons, tokens et actifs numériques. C'est vrai que nous avions déjà fait une différence entre crypto-monnaie et crypto-actifs. Maintenant, il a également évoqué les jetons, les tokens et les actifs D'accord? numériques. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une différence qu'on pourrait faire entre ces éléments? Bah oui. Alors, tous ces trucs, en fait, sont regroupés dans actifs numériques déjà. Donc, jeton, c'est un actif numérique. Un jeton est un actif numérique. Alors, jeton, token, c'est la même chose. Token en anglais, jeton en français, c'est la même chose en fait. Donc, un jeton, c'est Absolument. quoi? Un jeton, c'est, voilà, le jeton, je vais vous donner un exemple. Le jeton, en fait, c'est une crypto-monnaie qui est créée à partir d'une blockchain principale. Donc, une crypto-monnaie, par exemple, qui est créée sur la blockchain Ethereum, c'est un jeton. Donc, c'est un token. Donc, en fait, c'est un jeton qui a un standard. Donc, je parlais tout à l'heure des standards. Donc, on a plusieurs standards. On a le ERC20, le ERC 721, le ERC 223. En fait, le ERC 777, en fait, on a plusieurs types de ERC. Donc voilà, j'espère avoir répondu à sa question. Ou si, voilà, je suis disponible à d'autres questions. OK, merci. Peut-être que si il y a un élément de la question qui n'est pas Pas clair. clair au niveau du participant, il a la Oui, latitude de pouvoir la poser. Mais dans votre développement, vous avez évoqué un certain nombre d'accord. d'éléments. J'ai retenu par exemple la Élément? validation, le proof of work. Voilà. Je crois que peut-être pour que Oui. les participants puissent mieux comprendre ces éléments, il faudrait peut-être que nous puissions déjà mieux comprendre de façon concrète comment fonctionne la technologie blockchain. Ouais, alors, OK. Alors, la technologie blockchain, en fait, la technologie blockchain, voilà, pour l'expliciter, encore une fois, je dis qu'elle est divisée en deux mots. On a le bloc et on a la chaîne. Donc, le bloc contient un ensemble d'informations. Ces informations sont des transactions qui sont effectuées dans le réseau. Donc, en fait, dès que je prends mon wallet, par exemple, et je vous transfère un Ethereum ou un Bitcoin, en fait, c'est une transaction. Donc, en fait, cette transaction est enregistrée, en fait, dans le bloc. Donc, toutes ces transactions sont validées. Dès qu'elles sont validées, elles sont envoyées dans le bloc jusqu'à atteindre la taille maximale du bloc. Et en fait, dès qu'on atteint la taille, en fait, le bloc maintenant est miné, en fait. En fait, dès qu'on atteint la taille du bloc, en fait, le bloc est formaté. En fait, on le formate, il est haché. Voilà, le terme c'est haché. En fait, le bloc est haché. Et en fait, le hash du bloc est associé maintenant au nouveau bloc en fait qui sera créé. C'est comme ça marche en fait. Ça c'est le proof of work. Attention, ça c'est le proof of work que j'explique là en fait. Donc, et maintenant, dans le cas de la proof of stake, donc la proof of stake, en fait, c'est la preuve d'enjeu. Donc, les validateurs, dans ce cas-là, c'est des validateurs. Donc, c'est des validateurs qui ont un enjeu. Donc, la preuve d'enjeu, ils ont un enjeu. Donc, c'est peut-être une quantité d'Ethereum. Donc, à l'époque, c'était 32 Ethers. Il fallait avoir 32 Ethers pour participer à la validation à la validation des transactions dans le réseau Ethereum. Et en fait, cette preuve d'enjeu permet au réseau de s'assurer que vous allez agir dans l'intérêt du réseau. Alors, j'explique. Quand vous mettez en jeu les 32 Ethereum, par exemple, et vous essayez de vous accaparer du réseau, dès qu'on se rend compte, bah, vous perdez cette preuve d'enjeu. Donc, voilà comment les transactions sont validées au niveau de la proof of stake. OK, merci, Monsieur Diafalo. Il y a beaucoup de questions qui viennent, mais peut-être je pourrais préciser quelque chose. C'est vrai que la blockchain a été fondée sur l'idée que
que les utilisateurs pouvaient que les utilisateurs avaient la possibilité de se passer des intermédiaires de confiance, notamment voilà, des banques, des sociétés d'assurance, et être en mesure de pouvoir transacter directement. Et je crois C'est que c'est ça. cela, en fait, c'est tout cela, en fait, qui a donné naissance à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cette blockchain, euh, ces chaînes de blocs, d'accord, ces protocoles, en fait, de sécurité. Et à côté de cela, maintenant, vous avez ceux-là, maintenant, qui vont valider les transactions comme ce que faisaient les banques. Parce que je crois qu'à l'origine, Exactement. lorsqu'on veut effectuer une transaction, comme vous l'avez évoqué, vous voulez transférer de l'argent, il faut d'abord que quelqu'un puisse confirmer que vous avez la disponibilité. Il faut d'abord Exactement. qu'on puisse confirmer que vous êtes bien le détenteur de cette monnaie-là, de ces avoirs. Donc, Ouais. je crois que par rapport à ces questions, ce travail en fait de validation, il permet un peu de remplacer les intermédiaires financiers, sauf que là, c'est vraiment les utilisateurs de Ouais. la blockchain qui font ce que vous avez appelé le proof of work. Voilà, on Je ne sais les pas appelle si les j'ai bien mineurs. compris. Les mineurs, c'est surtout le terme, c'est les mineurs. C'est les mineurs qui font ce travail-là et ils sont récompensés pour faire ce travail-là. Donc, c'est un calcul fastidieux qui est fait et qui est très, très énergivore. Et justement, et après, bah, ils sont récompensés pour ce travail qu'ils font. Ils sont récompensés en Bitcoin. C'est ça. Très bien. Ça me permet d'introduire une question de Monsieur Yves Bonou qui demande Yes. pourquoi le nombre de Bitcoin a été limité à 21 millions et que va-t-il se passer si cette limite est atteinte? Ouais, bah en fait, justement, le nombre ça a été limité justement pour créer une rareté. Voilà, c'est ce qui rend le Bitcoin très rare aujourd'hui parce qu'on sait qu'il n'y a que 21 millions. Donc voilà ce qui va se passer quand ça va finir, quand on atteindra ce chiffre, bah, je pense que la valeur, elle va exploser. Donc la valeur du Bitcoin, elle va exploser. Et après voilà, après là, on aura plus enfin, il y aura plus de récompenses pour les mineurs, mais ce sera plutôt des récompenses, par exemple, sur les transactions, sur autre chose, parce qu'il y aura plus de Bitcoin à miner, quoi. Donc voilà à mon avis ce qui va se passer. D'accord. J'ai une nouvelle question. Ouais. Aujourd'hui, nous avons quand même un certain nombre de secteurs d'activité dans lesquels nous avons des applications de la blockchain. Donc, nous aimerons, par exemple, que vous puissiez nous, nous donner un peu quelques exemples de secteurs dans lesquels aujourd'hui nous avons des applications de la blockchain, à part le secteur financier, qu'on a Bien bien sûr. compris à travers vos interventions que voilà, c'est l'un des premiers secteurs qui est fortement en fait impacté par l'utilisation de la blockchain. Bah, en fait, on a un secteur dans lequel la blockchain est très utilisée, c'est la logistique, donc la traçabilité des produits pour lutter contre la contrefaçon et voilà tout ce qui va avec. Et on a aussi la santé, donc la gestion des informations, par exemple des informations qu'on veut partager ou pas avec son médecin. Donc, avec la blockchain, on le fait. Et il y a un domaine très intéressant, c'est l'immobilier. Voilà, j'ai notamment travaillé sur un sujet dans l'immobilier, mais ce domaine reste très, très réglementé. Donc, c'est vraiment très compliqué voilà, de se lancer vraiment dans l'immobilier avec la blockchain. Mais c'est quand même un domaine dans lequel voilà, la blockchain est très intéressante. D'accord. Quand vous parlez de l'immobilier, est-ce que ça a Oui, quelque chose à voir avec le cadastre, la mise en oui. place d'un cadastre? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec? Oui, oui, même au-delà, bah oui, il y a la mise en place du cadastre. Ça se fait au Ghana déjà. Donc ils tokenisent non, pas tokenisés, mais ils enregistrent les biens immobiliers sur la blockchain pour lutter contre justement, tout le monde le sait, comment ça se passe, l'achat et la revente plusieurs fois des parcelles dans certaines zones en Afrique. Et l'autre utilité de la blockchain, dans le domaine immobilier, c'est surtout la tokenisation des biens immobiliers. C'est-à-dire que on peut prendre un bien et on prend un bien, on le divise en plusieurs parties en fait, et permettre à des gens d'investir, voilà, d'investir à la pierre
Donc voilà, je peux prendre un bien et dire que ce bien est constitué de 10 000 pierres et je dis, bah, je vends une pierre de mon bien, une paire de mon bien en fait. C'est une des propriétés de la blockchain qui permet voilà, de lancer ce genre de solution. Je, peut-être, je vais m'attarder sur ce point. Si je prends par exemple D'accord? un immeuble, je Oui, prends un immeuble. Un immeuble, il est censé détenir un titre foncier. oui, D'accord? Alors, oui, lorsque vous parlez de tokeniser, je comprends que derrière, il y a une idée de morcellement de ce c'est bien parce ça, que l'immeuble peut être constitué de plusieurs appartements. Est-ce que le fait exactement. de procéder à cette tokenisation, donc si je peux, si vous me permettez le terme, à ce morcellement, est-ce que, voilà, est-ce que derrière, il y a une reconnaissance juridique de ce titre de propriété? C'est-à-dire, voilà, l'immeuble détient un titre foncier, mais moi, j'ai un token qui représente un appartement de cet immeuble. Voilà, Est-ce qu'il y a une reconnaissance, est-ce qu'il y a une reconnaissance juridique? Donc, si je pourrais dire, là, voilà, un titre foncier propre à cet immeuble, voilà. bah, là aujourd'hui, il y a pas de reconnaissance légale encore, bah, en tout cas pas ce que je sache, parce que j'ai vraiment travaillé sur ce sujet-là et il y a pas de reconnaissance légale en fait. La seule chose qu'il fallait faire, c'était de monter des SCI, donc des sociétés civiles immobilières. Et en fait, ces sociétés civiles immobilières, en fait, on les, elles détenaient en fait les fractions de l'appartement, par exemple, ou de la maison, en fait. D'accord. Donc, indirectement, il y a encore ce. Donc, on peut se dire que derrière, il y a quand même un travail, en fait, du côté de la réglementation. C'est ça. Voilà, donc du côté du foncier, pour pouvoir permettre maintenant d'obtenir une certaine reconnaissance. Parce que voilà, c'est des actifs qui sont acquis de façon numérique, mais il pourrait y avoir derrière des contestations. Donc, je crois quand même qu'il y a encore un travail à faire pour Il vraiment y a, mettre en confiance les personnes, en ouais, fait, qui souhaiteront faire des transactions foncières via un réseau blockchain. c'est ça. Bah, là, aujourd'hui, typiquement, ce qui se fait, c'est une transaction unique. Donc, en gros, un bien unique, on l'achète, voilà, on peut certifier la propriété sur la blockchain. Mais aujourd'hui, dire qu'on tokenise, qu'on achète une fraction d'un bien légalement, c'est pas encore ça, en fait. Donc, légalement, ça ne passe pas encore aujourd'hui, malheureusement. D'accord. Donc, vous avez commencé déjà par nous parler de ce qu'on peut appeler les applications décentralisées de la blockchain en Afrique. Justement, vous avez évoqué Oui, ce cas, pardon, du cadastre, de la mise en place d'un cadastre national au niveau du du Ghana. Ghana. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres, est-ce qu'en Afrique, vous avez d'autres cas que vous pouvez nous citer d'applications décentralisées de la blockchain? Oui, bah, en Afrique, il y a, bon, je vais plutôt citer des solutions que je connais bien. Il y a une boîte qui s'appelle Kotani Pay, par exemple. Donc, ce qu'ils font, c'est ils font comment dire, ils font du swap entre l'USDC. Donc, en fait, ils font de l'argent de la devise, en fait, en leur devise. On part de leur devise, en fait, vers la crypto, en fait. Et ça, c'est assez intéressant, en fait. Donc, ça fait que voilà, on peut partir de la crypto et aller vers une devise locale en mobile money, par exemple. Donc, ça, c'est un truc qui se fait au Kenya, qui est très, 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 très intéressant voilà, que je suis beaucoup. Je travaille avec eux en plus. Voilà, ça, c'est l'une des solutions voilà, que je citerai en Afrique. Voilà, après, il y a d'autres solutions, hein. Il y a des solutions dans l'immobilier, au Nigeria, par exemple, où il y a une DApps qui permet la certification aussi des titres fonciers au Nigeria. D'accord. Alors, j'aimerais revenir, je vais Oui, prendre quelques questions provenant d'accord, de nos participants, de M. Yves d'accord. Bonou. Je crois que les questions en fait qu'il pose sont vraiment relatives au fonctionnement de la blockchain. Donc, il pose deux questions. Par exemple, une qui est de savoir ce en quoi consiste le mécanisme du consensus.
D'accord, c'est vrai que vous l'avez évoqué, mais peut-être je vais vous inviter à Oui, revenir là-dessus. Et également, oui, il demande à savoir ce que c'est que la double dépense. ok, ok. Donc alors, je vais commencer par le consensus. Donc en gros, le consensus, c'est la technique qui permet de gouverner, de prendre des décisions dans une blockchain. Donc, le consensus, je l'ai cité tout à l'heure, le consensus au niveau du réseau Bitcoin, c'est la proof of work. Et le consensus au niveau de l'Ethereum, par exemple, c'est la proof of stake. Donc, en fait, c'est ça le consensus, en fait. Donc, c'est ce sur quoi on se met d'accord pour dire qu'une transaction, elle passe ou elle ne passe pas. Donc, voilà. Le processus le processus de la double dépense, c'est de c'est de faire appel à la même transaction. En fait, c'est de, comment dire, on peut prendre un smart contract. Je prends l'exemple d'un contrat et en fait, on fait un paiement et on revient en arrière, on réutilise encore la même adresse pour pouvoir faire un paiement. En fait, c'est ça le processus de double dépense. Donc, on a fait un paiement et on revient, par exemple, en arrière sur un autre bloc et on essaie de réexécuter le même paiement, en fait. Donc ça peut arriver, c'est une attaque en fait qui se fait au niveau des blockchains. C'est l'une des attaques que les blockchains subissent en fait. Donc voilà. Alors on peut corriger justement ce process de double dépense. Donc souvent ça se corrige au niveau des blockchains. Il y a un petit exemple, il y a un exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de The DAO. Donc en fait qui a été la première DAO sur Ethereum. Donc il faut savoir que la DAO c'est ce qu'on appelle un organisme décentralisé. Donc c'est un organisme en fait autonome décentralisé qui se régule tout seul en fait. Donc, la DAO de base, en fait, c'est The DAO. En fait, c'était un organisme qui investissait dans des projets, en fait, sur Ethereum. Et en fait, ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a fait appel au contrat et en fait, qui a exploité les failles dans le smart contract, en fait. En fait, il a refait appel à la même fonction. Et le problème, en fait, c'est que le contrat n'a pas eu le temps de parcourir toutes les fonctionnalités pour être sûr que la balance, en fait, ta balance, elle est à zéro. Donc, en fait, l'utilisateur a refait la même dépense, en fait, la même fonction. Bon, le terme de dépense, ça rejoint une fonction qui est appelée dans un contrat. Donc, en fait, l'utilisateur a refait l'appel, en fait, à la même fonction sans sortir de la boucle et, en fait, a siphonné et a vidé tous les fonds du smart contract, en fait, qui contenait l'argent à l'époque. Ça s'appelle The DAO. Je recommande à l'utilisateur pardon, au monsieur qui a posé la question de jeter un coup d'œil au cas de The DAO et il va comprendre beaucoup de choses. OK. Et je crois une dernière question D'accord? de Monsieur Yves Bonou. C'était, en fait, tout à l'heure, il avait posé une question relative euh, au nombre limité de Bitcoin, au nombre Oui, de 21 millions. Voilà, oui. aujourd'hui, nous avons 21 millions d'unités de Bitcoin qui sont aujourd'hui en circulation. Et il posait la question de savoir pourquoi 21 millions et non pas 22 millions. Non, bah ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Satoshi. C'est Satoshi qui a décidé et à mon avis, il aurait pu faire 22 millions ou 23 millions en vrai. Je pense pas que le chiffre soit vraiment significatif. Je pense pas. Et là, on n'a pas 21 millions en circulation. Attention, je crois qu'on a 18 millions ou on a moins en circulation parce qu'il y a encore des bitcoins à miner. Donc, on n'a pas encore 21 millions en circulation. Très bien, très bien. Alors, une autre question ici, je reviens à mes questions à moi. Alors, avec la D'accord? multiplication des cas de cyberattaques sur les institutions financières, on entend souvent des spécialistes affirmer que la blockchain est ultra sécurisée. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure le consensus, voilà, le proof of work, un certain nombre d'éléments qui permettent de pouvoir sécuriser les transactions sur une blockchain. Mais nous aimons quand même avoir, est-ce que vous êtes aussi convaincu du haut niveau de sécurité qu'offre aujourd'hui la blockchain pour garantir les transactions financières? Parce qu'après tout, il s'agit d'un registre public.
Oui, Comment, selon vous, peut-on arriver à un niveau de sécurité qui soit plus élevé que celui aujourd'hui des institutions financières qui ont quand même pas mal de dispositifs de sécurité en place? bon, ouais, bah en fait, atteindre ce niveau, ce serait vraiment trahir le principe de la blockchain. Parce que le principe de la blockchain, c'est voilà, c'est que la blockchain, elle est ouverte, elle est publique en fait. Il n'y a pas d'organisme central qui gouverne. Donc en fait, atteindre ce niveau de sécurité, c'est vraiment trahir le principe fondamental de la blockchain. Donc, en ce qui concerne la question si elle est sécurisée, oui, elle est sécurisée et elle est sécurisée, elle est protégée par la cryptographie. L'erreur qu'on a, les erreurs qui se situent à ce niveau, c'est les erreurs liées à l'humain. Donc, c'est-à-dire une erreur à l'entrée, une personne qui se gourre voilà, à qui transférer, à qui transférer, qui se trompe d'adresse ou qui oublie sa clé privée. Donc, ça, voilà, ce sont ces erreurs-là, ce sont ces failles de sécurité. Sinon, en soi, la technologie elle-même, elle n'a pas de faille. Alors, vous venez d'évoquer un terme un peu technique, le terme de clé privée. J'entends aussi Oui, parler de clé oui, publique. Est-ce que vous oui, pouvez nous définir un peu ces éléments que sont la clé publique et la clé privée? À quoi ça sert dans une transaction lorsque je veux envoyer de l'argent à, à un autre utilisateur d'une blockchain? oui, oui. En gros, la clé publique, c'est la clé que tout le monde voit. Donc, c'est la clé que je vous autorise à voir. Je vous dis, ben, écoutez, ça, c'est ma clé. Envoyez-moi une transaction sur cette clé. Et en fait, la clé privée, c'est ce que moi, je garde. C'est ce qui me permet à moi de signer une transaction, de prouver que réellement, c'est moi le détenteur, en fait, voilà, d'un wallet. En fait, la clé publique, par exemple, si je donne un exemple pour ceux qui ont installé MetaMask ou d'autres wallets, en fait, vous avez votre clé publique. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous envoyez à quelqu'un quand vous voulez recevoir une transaction. Maintenant, la clé privée, c'est ce qui vous permet, voilà, justement, à vous de débloquer le wallet, par exemple. Donc, c'est ça la différence entre la clé privée et la clé publique, en fait. Et si vous perdez la clé publique, c'est pas grave, vous pouvez la régénérer à partir de la clé privée. Mais si vous perdez, et encore, si vous perdez la clé publique, vous pouvez régénérer encore un wallet à partir de la seed phrase. Mais si vous perdez les deux, bah, c'est fini, quoi. Vous avez perdu le portefeuille à vie. Ah, là, ce n'est particulièrement pas motivant. C'est-à-dire que si je perds ma clé privée, je perds tous mes avoirs. Bah, en fait, pas forcément. Si vous avez un wallet avec une seed phrase, au-dessus, il y a la seed phrase, après, il y a la clé privée, après, il y a la clé publique. Donc, en fait, la clé privée, OK, ça, moi, je ne l'utilise pas d'ailleurs beaucoup, mais ce qui est très important, c'est la seed phrase. C'est la seed phrase qu'il faut vraiment sécuriser. Comme ça, même si vous perdez la clé privée, la clé publique, vous pouvez régénérer à partir de la seed phrase. Est-ce que vous pouvez redéfinir ce terme à part clé privée, clé publique? Vous avez Il y a la, utilisé un seed- terme? il y a la seed phrase. La seed phrase. Et en fait, c'est une Ah, phrase, ah, c'est un ensemble c'est généralement 24 mots. Et en fait, c'est un ensemble de mots qui vous permet de générer une clé privée, en fait. très bien. Est-ce que là, on pourrait considérer une clé publique un peu comme un numéro de compte, donc quand même un numéro qui d'une certaine façon est public, Voilà. permet de reconnaître un utilisateur de la blockchain. Oui. Et alors, la clé privée, on pourrait, en fait, c'est juste c'est juste un exemple. Il ne faudrait pas le prendre tel quel. Donc, la clé publique comme un numéro de compte, mais maintenant, la clé privée, elle pourrait être assimilée à un mot de passe ou en tout cas à des identifiants qui permettent d'accéder à ce compte et de pouvoir effectuer des transactions. Ouais, on peut Est-ce qu'on peut faire de telles allusions? En fait, oui, oui. c'est juste pour que nos participants puissent comprendre un peu à quoi servent ces deux clés, voilà, de façon très schématique. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, on peut l'assimiler on peut dire que c'est ça, ouais. Voilà. Ou à un numéro je pense plus à un numéro de téléphone, à un code PIN et un code PUC. Donc voilà.
Voilà, la seed phrase, c'est un code PUC. Le code PIN, voilà, c'est la clé privée. Et le numéro, voilà, c'est la clé publique. Très bien. Ça permet de poser une autre question. Vous avez évoqué en fait, voilà, une chaîne de blocs, donc voilà, un registre sur lequel des transactions sont enregistrées de façon numérique. Très bien. Vous avez évoqué également euh, les dispositifs de sécurité, notamment la clé publique, la clé privée. Voilà. Maintenant, on est quand même sur un réseau qui ne fait pas recours à un intermédiaire financier. Voilà, c'est un réseau en fait qui est totalement décentralisé, donc un réseau public. Alors, sur un tel réseau, comment arrive-t-on à garantir la confidentialité des transactions? Oui, alors la confidentialité des transactions, effectivement, c'est un défi. Et c'est un défi voilà, pour les blockchains publiques, mais il y a l'existence des blockchains privées. Donc voilà, si vous voulez effectuer une transaction privée, bah, vous utilisez une blockchain privée. Ou aujourd'hui, il y a le concept du ZK, donc c'est le zero knowledge. Donc aujourd'hui, je peux effectuer une transaction que je signe dans un contrat que j'appelle un ZK Smart Contract. Donc en fait, c'est un contrat de zero knowledge. Et en gros, tout est haché, tout est caché et vous ne pouvez pas connaître les informations en fait. Vous ne pouvez pas savoir ce qui a été transmis en fait dans ce contrat en fait. Donc aujourd'hui, il existe des milliers de possibilités de rendre vraiment privées les transactions, même si elles sont effectuées sur une blockchain publique. Mais comment ça se fait? Comment, comment, comment peut-on rendre en fait une transaction privée? C'est vrai, nous ne sommes pas sur une blockchain ici, voilà, pour que vous puissiez nous montrer comment procéder. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur la façon en fait de faire en sorte que ces transactions, bien qu'étant enregistrées sur un réseau public, puissent ne pas en fait Bah, être... Parce que je ouais, donne un exemple. Personne ne voudrait oui, qu'on ait une idée de ses avoirs sur un portefeuille qui est logé sur une blockchain. oui. Comment je le fais au-delà de ce que vous avez évoqué, entre autres, vous avez parlé tout Bah, à l'heure de la cryptographie. Comment on procède? là, il y a plusieurs exemples. Bah, une solution simple, c'est de multiplier ces clés publiques, donc de générer plusieurs clés publiques. Ça, c'est la solution très, très simple. Et de garder surtout ces jetons en dehors des exchanges centralisés. Et la troisième chose, ce serait vraiment de faire rentrer les transactions dans des smart contracts en fait privés. Donc, ce que j'appelle le ZK, les ZK smart contracts. Donc, en fait, c'est des contrats de zero knowledge et en fait qui ne dévoilent aucune information. En fait, il faut coder. En fait, c'est du code, c'est un smart contract dans lequel on instaure maintenant ces transactions en fait. Vous avez beaucoup utilisé le terme de smart contract, mais nous ne Oui, l'avions pas défini. C'est vrai que là, il y a oui, beaucoup de définitions. Il y a beaucoup de oui. définitions pour lesquelles vous êtes sollicité. Je crois que c'est vraiment parce que le domaine a son jargon, mais pour que nos participants puissent suivre le fil de la discussion, peut-être qu'il faudrait définir aussi ce terme smart contract que vous utilisez assez régulièrement. Oui, bah, faut savoir, c'est juste un terme pour pour dire qu'un contrat est exécuté lorsque les termes préétablis sont atteints. Donc, je donne un petit exemple. Euh, je fais un contrat et je demande à ce contrat de s'exécuter à 13 heures. En fait, le contrat, quel que soit ce qu'on lui dira, ne fera rien tant qu'il n'est pas 13 heures, en fait. C'est très simple. C'est ça un smart contract. Et en vrai, le terme smart, ça ne veut pas vraiment dire que le contrat, il est smart. C'est juste un terme, et voilà. Peut-être je pourrais compléter votre définition, enfin, Oui, votre illustration. Si je prends par exemple le secteur de l'assurance, voilà, il y a par exemple des indemnisations qui peuvent être versées à des producteurs agricoles dans le oui, cas où surviendrait, est-ce que je vais dire, un sinistre, mais par exemple, il y a soit une avarie ou bien des conditions météo très défavorables à une récolte. Et donc, les producteurs qui auraient souscrit à des smart contracts peuvent être automatiquement
indemniser. Donc, ça va dispenser en fait de ces longs processus, des longs processus d'indemnisation qui sont connus au niveau des assureurs. Je crois que voilà, ça également, c'est un exemple de smart contract. Oui, exactement. Oui, ça, c'est un parfait exemple de smart contract. Maintenant, dans le cas de, est-ce que c'est vraiment, je ne connais pas vraiment d'exemple de sociétés qui l'utilisent réellement. J'ai vu qu'il y a eu il y a eu plein de POC, donc des sociétés qui ont essayé de l'intégrer, mais l'utilité réelle, j'en connais pas réellement. Mais c'est D'accord. un c'est un bon exemple de smart contract. D'accord. Alors, je vais venir sur une question posée par un participant, Daouda Amadou. Cette question est liée toujours au fonctionnement de la blockchain. Il demande à Oui, savoir si la blockchain, pardon, si la crypto-monnaie, je crois qu'il veut plutôt parler de la blockchain. Si la blockchain ok. est énergivore, est-ce que l'Afrique est prête avec nos défis énergétiques en termes d'énergie? Bah, je pense qu'il répond à la question qu'il pose. Donc, je pense pas. Je pense pas du tout. Non, je pense pas que l'Afrique est prête à. Bah, après, on n'est pas obligé de tous devenir mineurs. Là, je dis, elle est énergivore. Quand je parle des mineurs, mais on n'est pas tous obligés de devenir mineurs. On peut justement exploiter la technologie et en tirer voilà, ce qu'on veut de cette technologie, mais on n'est pas obligé d'être mineur. Très bien. Donc, en fait, quand vous parlez des mineurs, ce sont en fait ceux qui font, les validateurs qui font le travail en fait de Voilà, proof of, voilà, du proof of work, donc voilà, du voilà, et qui consensus. dépensent beaucoup Donc, ceux qui d'énergie valident en pour fait pouvoir, voilà, chaque qui bloc dépensent dans la blockchain, ce sont eux en fait qui ont besoin en fait de ressources informatiques suffisamment puissantes pour pouvoir faire ces exactement, calculs liés à la validation. Je crois que c'est de ça exactement, qu'il et s'agit. résoudre, Donc, ce n'est pas voilà, vraiment les voilà, utilisateurs, donc les détenteurs de portefeuille, qui ont non, besoin de disposer de qui, ressources informatiques suffisamment puissantes. Donc, c'est vraiment les mineurs. Et les mineurs peuvent ne pas être en Afrique. voilà, en Afrique, Donc, je voilà, crois que ça exactement. répond à la La question. plupart sont en Chine, hein. On va pas le cacher. D'accord. D'accord. Donc, je crois que ça répond à la question de Daouda. Donc, nous allons continuer avec les questions qui étaient prévues ici au niveau du panel. Alors, on parle D'accord. souvent des potentialités qu'offre la blockchain pour le secteur financier. C'est vrai qu'on a parlé des smart contracts, on a parlé également des wallets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment la blockchain pourrait, par exemple, contribuer à une meilleure bancarisation des populations africaines? Oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, bah, ça peut intervenir au niveau de l'inclusion financière. Donc, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une pièce d'identité pour avoir un wallet crypto. Il y a pas besoin de, voilà. Je télécharge, j'ai ma clé privée et voilà, je peux acheter. Enfin, bon, il y a cette limite où on peut vraiment pas aller sur des plateformes sans pièce d'identité, mais en peer-to-peer, je peux acheter des tokens et voilà, et avoir ma propre banque et gérer ma propre banque. Donc, moi, je pense que c'est vraiment très utile pour l'Afrique. Merci, M. Diafalo. Mais est-ce que vous ne pensez pas Voilà. qu'à côté de cela, ça présente également des risques? Si on prend un continent, en tout cas une zone, l'Afrique de l'Ouest, je prends le Sahel, qui est aujourd'hui en prise à beaucoup d'activités terroristes, à beaucoup de trafic. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à partir du moment où je peux aisément avoir un wallet avec un niveau d'identification euh, très, 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 très faible ou quasi nul? Parce que tout à l'heure, quand vous disiez, voilà, je n'ai pas nécessairement besoin d'une pièce d'identité, voilà, pour avoir mon wallet, je ne cache pas que quelque part, ça peut inquiéter des professionnels du secteur financier. Ouais, j'avoue. Mais faut savoir que les transactions sont publiques et tracées. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, on le voit qu'il y a pas mal
déjà, on peut bloquer un wallet. Donc, enfin, pas bloquer bon, les wallets qui sont sur les exchanges, donc les exchanges centralisés déjà. S'il y a des doutes sur un wallet lié à, je sais, trafic ou autre chose, en fait, déjà, on peut bloquer ces wallets-là. On peut remonter à ces utilisateurs-là. Parce qu'il faut savoir que la blockchain, elle est publique et elle est très, très traçable, en fait. La traçabilité, elle est très facile, en fait, avec la blockchain. Donc, je pense que cette solution permet plutôt à lutter contre ce genre de délit qu'à favoriser ces délits-là, en fait. D'accord. Mais Monsieur Diafalo, il y a toujours une question, j'ai toujours une préoccupation. Les validateurs, Oui, les oui, validateurs, les miners, comme vous le dites, c'est des gens comme vous et moi. C'est oui, pas nécessairement, c'est des oui, gens comme vous et moi, c'est Monsieur Lambda, alors Madame Epsilon, d'accord? Donc, c'est pas oui. nécessairement des gens qui sont, voilà, qui sont astreints euh, à une réglementation anti-blanchiment d'argent, anti-blanchiment d'argent, financement du terrorisme. C'est des gens qui sont Terrorisme et d'abord d'autres. motivés par l'appât du gain, qu'est justement le Bitcoin ou la fraction de Bitcoin qu'ils vont pouvoir gagner juste après avoir validé une transaction. Alors, à partir de ce moment, en sachant que l'objet d'une transaction financière n'est pas clairement indiqué sur la chaîne de bloc, on voit juste que voilà, il y a une transaction. Est-ce que les fonds sont disponibles? Est-ce qu'on peut effectuer la transaction? À partir du moment où l'objet de la transaction n'est pas clair pour les miners, est-ce que vous ne voyez pas là un risque de faciliter le blanchiment d'argent? Bah, oui, mais je pense aussi que tout le monde a son rôle, en fait. Les mineurs, c'est pas leur rôle, en fait, de gérer ça. Leur rôle à eux, c'est de miner et d'assurer que les transactions sont faites. Et voilà, c'est maintenant aux régulateurs de faire ce travail-là, en fait. Quand vous dites au régulateur, parce que c'est vrai que quand on prend aujourd'hui une blockchain, vous accédez Oui. pour acheter du Bitcoin. Souvent, il faut un compte bancaire ou un wallet, quelque chose. En tout cas, il faut quelque chose Voilà, qui est voilà contrôlé à la par une fin. auto. Voilà. Et donc, d'une façon ou d'une autre, vous avez quand même recours à un intermédiaire financier qui, Voilà, lui, est soumis à cette réglementation financière. voilà. Mais je crois que l'idée même, l'esprit même derrière le Bitcoin, c'est qu'on n'est pas du tout à avoir affaire à ces intermédiaires financiers. Donc, ma question demeure, est-ce que là, c'est vrai, vous avez dit, c'est pas vraiment le rôle des miners de s'assurer, voilà, euh, une transaction est conforme, mais est-ce qu'à terme, il ne va pas falloir impliquer davantage les mineurs sur des aspects liés à la lutte anti-blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, et ne pas Non, considérer uniquement l'appât du gain, l'appât du Bitcoin qu'il pourrait avoir après la validation d'une transaction. non, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Et en fait, c'est énorme les calculs qui sont faits pour créer les nœuds. Et c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de demander à un mineur. En tout cas, je vois pas comment demander à un mineur, voilà, de ne pas valider ce nœud. En fait, ça créerait même des ennuis au réseau, en fait. Ça impacterait surtout le réseau et pas vraiment tout ce qu'on essaie d'éviter comme le blanchiment d'argent. Il faut savoir que toutes ces choses-là sont faites beaucoup plus dans le monde réel avec de cash et tout que avec la blockchain, hein. Il y a des statistiques qui le prouvent. Très bien. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Oui, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que la technologie blockchain, elle est plutôt complexe, même pour des personnes, voilà, même pour des personnes lettrées. Alors, je reviens toujours à ces aspects liés à l'inclusion financière. oui. Comment peut-on arriver à généraliser l'usage d'une blockchain à des populations à faible éducation digitale et aussi sous-équipées? Alors, bah, c'est peut-être le baquet au système qui est très adopté aujourd'hui en Afrique, c'est le mobile money. Donc, c'est de réfléchir à une manière de le baquer en fait à ça.
Donc, voilà, de permettre facilement à une population de faire un swap de l'argent en local vers un stablecoin ou une crypto peu importe la crypto-monnaie, en fait. Et je crois que c'est un peu ce qui se fait déjà au niveau du Nigeria. Bon, Oui, c'est pas nécessairement avec la crypto-monnaie, mais beaucoup plus avec le Naira l'e-Naira. digital. Ouais, le Naira digital. Avec le Naira digital, c'est vrai ils ont essayé de faire en sorte, c'est vrai qu'à l'origine, on aurait eu un Naira accessible via une blockchain, mais je crois ils ont été quand même assez smart en utilisant les moyens existants. Donc, Oui. le grand nombre de la population dispose d'avoir, voilà, sur un téléphone portable. Donc, on fait en sorte que via une application mobile, que le grand nombre puisse accéder, voilà, à l'e-Naira. Et je crois que c'est un peu le même projet. C'est un peu le même projet, en fait, qui est en train de se dessiner au niveau du Ghana avec le projet Oui, oui, ICT. oui, et c'est un peu partout, oui, oui, il y a ces initiatives un peu partout, mais le problème, en fait, c'est que ces initiatives, en fait, sont en train de limiter, je pense que la population, elle est limitée au Nigeria, je ne sais plus à combien, mais je pense qu'ils sont limités au nombre de transactions qu'ils doivent faire par jour, en fait, ou de retraits qui doivent être faits, en fait, par jour. Donc, ce qui fait qu'il y a un bon nombre de la population qui ne veut pas adopter ce système-là, en fait. Et d'où je reviens au stablecoin décentralisé. Donc, perso, je privilégie un stablecoin décentralisé qu'un CBDC. Le Mais, INERA mais, et mais ICD, c'est les CBDC. Je pense qu'on en a parlé. Je ne sais plus si on en a parlé, mais voilà, ce sont des monnaies centrales ce sont des monnaies digitales émises par une banque centrale. très bien. Maintenant, je, je poserai une autre question. Oui, Quand on regarde ces monnaies numériques de banque centrale aujourd'hui, on a une déjà qui est déjà déployée, qui est le e-Naira. Il y a oui, le ICD. Le ICD, on dispose déjà du livre blanc. Donc voilà, le projet est quand même suffisamment avancé. oui. C'est vrai que ces monnaies numériques de banque centrale, telles qu'elles sont pensées à l'origine, elles devraient normalement exploiter des réseaux blockchain. Mais la réalité sur le terrain, c'est la question de l'énergie, c'est la question c'est le défi lié à l'éducation digitale, mais c'est aussi le fait que il y a déjà des technologies, notamment la technologie mobile, qui est déjà en fait Bien implanté en utilisée par, Afrique. qui est Oui, déjà bien implantée, merci pour le terme, qui est déjà bien en implantée en Afrique. Afrique. Alors, Oui. quel sens cela ferait de déployer un réseau blockchain pour justement distribuer une monnaie numérique de banque centrale? Bah, en Si je fait, prends le cas spécifique de l'Afrique, oui, à partir du moment où oui. le téléphone mobile est déjà disponible, donc les wallets mobiles sont déjà disponibles, quel sens ça ferait encore de déployer un réseau blockchain, voilà, pour pouvoir distribuer ces monnaies numériques de banque centrale? À mon avis, ce serait déjà, ce serait une blockchain privée. Donc, en fait, ce serait pas une blockchain publique. Donc, parce que une monnaie digitale, en fait, faut savoir qu'elle sera gouvernée donc voilà par une banque centrale. Donc, déjà, ce sera pas une blockchain énergivore. Je pense que ce sera juste un petit serveur voilà, qui part et il y a une entité qui décide, voilà, tu t'es mal comporté, bah on te laisse, on te permet pas d'utiliser ta monnaie centrale. Voilà, je caricature, mais à mon avis, voilà, moi, c'est comme ça que je définis une CBDC, en fait. Parce que là, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a PayPal qui a lancé un stablecoin. Et en fait, si vous voyez dans le smart contract, vous voyez qu'en fait, ils ont la possibilité de vous empêcher de dépenser votre argent. Et en vrai, si face à ce système, je préfère encore avoir mon argent en liquide, en billets, que je sais que j'aime dans ma poche, qui me permettra de toujours acheter du pain et voilà, que demain, je peux toujours l'utiliser, en fait. Je préfère ça
une monnaie digitale d'une banque centrale. OK. Alors là, je vais prendre une question venant de nos chers participants. C'est une question de Monsieur Daouda Ramadou qui souhaitait savoir s'il y a des pays dans le monde qui ont validé la régulation de la crypto-monnaie et de la blockchain. Oui, il y a quelques pays. Il y a quelques pays. Par exemple, en Chine récemment, la Chine a reconnu les cryptoactifs en fait comme une propriété donc légale en fait. Donc légalement, enfin voilà, légalement, vous détenez voilà votre propriété en fait, votre cryptoactif en fait, c'est une propriété légale en fait en Chine déjà. Donc il n'y a pas que la Chine, hein, il y a un pays aussi qui a backé. Je suis en train d'oublier le nom, mais en fait, ils ont backé Est-ce que vous parlez leur. De Ouais, le Salvador, de la Salvador, Centrafrique? bingo. Voilà, le CEO du Voilà. Salvador qui a décidé voilà, de backer toute la richesse du pays sur le Bitcoin et qui a d'ailleurs lancé, je crois, l'un des plus grands centres de minage de Bitcoin en fait. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas que, je D'accord. pense, il y a même la Russie aujourd'hui qui autorise aussi, qui a rendu légal aussi les achats ou les transactions en Bitcoin. Très bien. Mais il me semble que ces projets n'ont pas été de succès. Le Salvador, vous parlez du 100 dollars. Je crois que ça n'a pas été un Oui, succès, mais bon, je crois qu'on on va pas vraiment s'attarder là-dessus. Tout à l'heure, je crois qu'on a une question relative à la souveraineté monétaire. Voilà, quelle est la d'accord, place, en fait, des crypto-monnaies? En fait, quel est l'impact des crypto-monnaies sur la souveraineté monétaire? On va aborder cette question. On va aborder cette question tout à l'heure. Alors, d'accord, la question suivante, c'est elle est un peu en lien avec la question que vous venez de poser, Daouda. C'est de d'accord. savoir, aujourd'hui, à partir du moment où on a du mal à imaginer un secteur financier sans régulateur, voilà, quelles sont les perspectives aujourd'hui de la blockchain? Voilà, en sachant que nous avons ces questions liées à la formation de bulles spéculatives, puisque en l'entame du webinaire, nous disions qu'aujourd'hui, l'une des fonctions pour lesquelles la crypto-monnaie est la plus sollicitée, c'est beaucoup plus la fonction spéculative et moins la fonction de transaction financière. Donc, on parle moins d'une monnaie que d'un actif spéculatif. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui de développement de la blockchain, de la crypto-monnaie dans des pays comme dans des pays africains et quelle sera la place des régulateurs dans ce développement? Pour moi, les régulateurs sont importants. Pour moi, ils sont très importants pour justement éviter certains abus. Parce que malheureusement, la blockchain, elle est là, elle a un but précis, mais il y a aussi les mauvais acteurs qui s'en servent, voilà, qui détournent la première utilité voilà, qui la détourne. Et du coup, je pense on a vraiment besoin des régulateurs pour travailler avec des gens de ce milieu. Il y a une société qui le fait très bien, c'est Binance en fait. Donc, Binance travaille beaucoup avec les régulateurs et vous allez même voir que Binance aide même à traquer, à traquer certains portefeuilles qu'on suspecte d'être liés voilà, à du blanchiment d'argent ou à du financement du terrorisme, en fait. Et je pense que ça doit être ça, en fait. Ça doit être une collaboration entre les régulateurs et ces sociétés dans la blockchain voilà, ou dans la crypto-monnaie. Très bien. Une avant-dernière question, et je crois que nous D'accord? allons déjà vers la fin de ce webinaire. On se donne au maximum de 10 minutes. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de questions des participants, ce qui a allongé un peu le temps de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, quand même, on a beaucoup parlé de la volatilité, de la volatilité des transactions financières Oui. sur une blockchain. Alors, Oui. par rapport à cet élément, comment voyez-vous les régulateurs intervenir justement pour qu'on puisse éviter la formation de ces bulles spéculatives?
Bah, est-ce que je pense pas est-ce que les régulateurs, parce que déjà, quand vous voulez investir dans une crypto, la plupart des cryptos, en fait, on vous le dit, en fait, déjà, que c'est spéculatif et que c'est très volatile. Donc, même quand vous ouvrez un compte sur Binance et tout, en fait, on vous l'explique, en fait, je pense pas que les régulateurs puissent faire quoi que ce soit en vrai parce que c'est lié au marché, c'est lié au phénomène FOMO. Donc, en fait, c'est lié à plein de choses. Donc, je ne pense pas vraiment le travail que le régulateur peut faire, c'est peut-être s'assurer que les utilisateurs soient beaucoup plus éduqués avant de se lancer dans la crypto ou voilà, il doit plutôt s'assurer à ce que voilà, qu'ils soient bien éduqués et voilà, je pense. Mais le reste, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il peut faire en fait pour lutter contre la spéculation. Je vois pas. OK, donc là maintenant, je poserai ma dernière question. Euh, D'accord? Est-ce que vous ne trouvez pas, c'est vrai que je réponds un peu à ma question, est-ce que vous ne trouvez pas que ces crypto-monnaies aujourd'hui posent un problème de souveraineté monétaire? Parce qu'imaginez aujourd'hui, voilà, des monnaies qui ne sont pas contrôlées par un régulateur. Est-ce qu'il n'y a pas là un véritable problème de souveraineté monétaire? Alors, j'avoue, ça peut remettre en question les souverainetés monétaires, mais bah, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe aussi autour de Tether, par exemple. Donc, voilà, Tether, c'est un stablecoin qui est backé au dollar. Donc, enfin, et je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui les États se mettent aussi à créer leur propre stablecoin, en fait. Donc voilà, reste à savoir si il y aura aussi autant de liberté à utiliser leur CBDC qu'à utiliser les stablecoins, en fait, qui sont, encore une fois, ces stablecoins sont backés. C'est pas que ces monnaies, en fait, viennent remplacer la monnaie réelle. Donc, en fait, ces monnaies, en fait, viennent backer. C'est-à-dire que si je vous donne l'exemple, par exemple, de USDC, USDC, c'est un stablecoin, en fait, qui est backé au dollar. Donc, en fait, pour un USDC qui existe, ils ont $1 dans une banque aux États-Unis, par exemple. Donc, en fait, je ne pense pas que ça pose un réel problème, en fait. Si, par exemple, ces États voilà, font le suivi, font des audits, parce que on entend tout le temps d'ailleurs ils font des audits. Voilà, donc je pense pas que ça pose un vrai problème à ces États. Après, c'est encore une fois mon avis. Parce que moi, D'accord. j'ai plus confiance, honnêtement, j'ai plus confiance à 1 euro que j'ai dans ma poche qu'à 1 euro que j'ai sur un portefeuille, quoi parce que c'est dans ma D'accord. poche, je peux le toucher et voilà. Donc je pense que la monnaie fiat qu'on peut toucher a beaucoup plus de valeur que la monnaie qu'on a dans notre portefeuille, voilà, qui est pas. D'accord. Donc, indirectement, ce que vous recommanderiez, c'est si quelqu'un est vraiment intéressé par la crypto-monnaie, d'aller beaucoup plus sur des stablecoins, donc ces actifs qui, eux, en fait, sont backés par des devises internationales telles que le dollar, le yen, l'euro, etc. Ou bien, à défaut, de transacter en monnaie numérique d'une banque centrale, si bien sûr, voilà, la banque centrale de de votre zone de résidence en propos. Donc, je crois que ce serait les types de monnaie numérique que vous recommanderez pour les transactions. Je ne sais pas si je me trompe. Non, je recommande surtout que les gens aillent s'éduquer, en fait. Si quelqu'un est intéressé, qu'il faut vraiment qu'il aille s'éduquer. Et en fait, à partir de là, voilà, il peut aller vers ce qui l'intéresse en fait, mais il faut une éducation. Là, moi, je parle pour moi en tant que, voilà, avec les expériences que j'ai eues, mais je ne recommande rien du tout. Je recommande surtout l'éducation. Voilà, si des gens veulent voilà, s'appliquer, il faut qu'ils aillent fouiller et qu'ils aillent en apprendre beaucoup plus.
OK. Ben, merci, Monsieur Esso, donc Diafalo. Je crois que Un l'heure est très plaisir. vite passée. L'heure est très vite passée. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je présente mes sincères excuses aux participants qui ont quelques questions en attente, mais j'ai eu à parcourir ces questions et je pense que Monsieur Diafalo a déjà eu à répondre au cours de ces différentes interventions. Il a quand même eu à répondre à pas mal de vos préoccupations. Donc, je crois que peut-être si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas capté les réponses, euh, il faudra peut-être nous mettrons à disposition, excusez-moi, nous mettrons à votre disposition dès le mardi l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Donc, vous aurez la possibilité, voilà, de revisionner, en fait, ce webinaire, ce qui vous permettra de pouvoir avoir les éléments de réponse qui ont été développés par Monsieur Essodong Diafalo. Donc, une fois encore, un grand merci à vous, Monsieur Merci Diafalo, à d'avoir vous. accepté l'invitation de Digital Frontier Institute. Merci à nos chers participants d'avoir consacré cette heure pour nous suivre et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.